RMC, le grand oral des grandes gueules. Dites donc, on fait sonner les cloches pour vous accueillir, monseigneur Chauvet. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Parce qu'elle ne sonne plus pour l'instant. Non, effectivement. Alors... Monseigneur Chauvet, recteur de Notre-Dame de Paris, auteur de Notre-Dame d'Espérance aux éditions Presse de la Renaissance. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Monseigneur Chauvet, c'était il y a 7 semaines à peu près, l'incendie de Notre-Dame. Où en sont les travaux? Ça a commencé? Écoutez, pour l'instant, on consolide la cathédrale, car elle a connu un choc, j'allais dire thermique, 800 degrés. Il y a eu beaucoup d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Elle a bougé un tout petit peu. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à 90%, la cathédrale est sauvée. Mais il y a encore 10% parce qu'il y a des fragilités. Il y a à revoir un petit peu cet échafaudage énorme qu'il faut démonter. Il faut vérifier que les 2 voûtes qui restent ne tombent pas. Voilà, il y a un petit travail à faire qui va durer encore 2-3 mois. Mais je pense qu'à la rentrée, en septembre-octobre, eh bien, elle sera totalement sauvée. Après, il y aura la restauration. On va y revenir. Il y a un problème de pollution au plomb. Oui, c'est vrai. Peut-être que je suis un petit peu plombé. Probablement. Oh, soyez pas désagréable. Non, je dis ça pour votre santé. Oui, 500 tonnes de plomb quand même. Oui, mais non, 200 tonnes. 250. 200 du tonne. Bah, vous battez Mais pas. alors, mais je vais vous dire, je vais faire une prise de science. Mais oui. Parce que je vais quand même vérifier. Ah oui. Bah oui. Sérieusement, vous allez contrôler. Mais oui, je vais contrôler parce que la médecine du travail, même si je suis pas salarié, la médecine du travail demande à tous les employés de le faire. Eh ben, par solidarité, je vais faire ma prise. Oui, ça va. Moi, je trouve que ça pourrait être pire. Non, mais ça peut être du long terme. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout à l'âge de 7 ans. J'en ai 60 de plus. Non, toutefois, sur cette question-là précise, moi, quand l'accident est arrivé, je savais que la flèche était en plomb. Oui. Et je savais que le plomb qu'ils font, quand même, c'est pas bon pour la santé. Non, mais... Et moi, j'avais mis un tweet le soir même où j'avais dit ne venez pas avec les bébés sur le site parce que c'est dangereux. Et j'ai été très surpris qu'il n'y ait aucune alerte nationale, parce que si moi, pauvre Pékin, je le savais, j'imagine que tout le monde le savait. Or, très bizarrement, on a laissé les gens se balader avec des gamins sur le site, et je trouve que c'est très étrange quand à chaque fois qu'il y a une hystériose dans un camembert, on nous en fait 36 caisses. Oui, c'est vrai. Mais sur le site, personne ne se promenait sur le site, tout était fermé. Mais c'est vrai qu'à les vents, c'était plutôt du côté de Saint-Michel, où toutes les... Bien sûr. Bon. Enfin, on verra. Alors, vous êtes assez silencieux. On vous a beaucoup, bien sûr, vu, entendu. On a vu votre émotion, une émotion que beaucoup de Français ont partagée, et pas seulement des Français, le soir de l'incendie. Puis depuis, finalement, on vous entend plus. Et vous avez dit dans une interview, pourtant, qu'est-ce que j'entends des bêtises? Énormément de bêtises sont proférées. Lesquelles, par exemple? Par exemple, il y a toujours des gens qui ont déjà les réponses sur l'origine de l'incendie. Eh bien, je veux dire, ils sont plus doués que le procureur de la République et que toutes celles et tous ceux qui font l'enquête judiciaire. Et pourquoi n'a-t-on pas d'ailleurs de réponse? Parce que c'est très long. C'est très long. Ça ne sera pas 7 semaines, ça sera peut-être 2 ans, hein, vous savez. Donc ça, c'est par exemple, je trouve une bêtise. L'autre bêtise, c'est de considérer que les 4 architectes des monuments historiques qui travaillent depuis 7 semaines sur la cathédrale ne seraient pas compétents. Si, ils sont compétents, ils sont même brillants, et je trouve que le travail qu'ils ont fait en 7 semaines, ça représente à peu près 2 ans et demi. Donc il en a été obligé d'activer, pourquoi? Mais pour que la cathédrale reste debout. Donc voilà, je trouve qu'il y a une façon parfois d'avoir un peu de... Voilà, il y a eu aussi la polémique sur les dons. Trop d'argent pour Notre-Dame. Oui. Confondre les promesses de dons et les dons effectifs. Ben exactement, voilà. Où on en est d'ailleurs? Est-ce que vous le savez? Écoutez, au moins pour... moi, je ne connais que la fondation Notre-Dame. On est à 15 millions de petits dons, et en promesse, nous avons 340. C'est-à-dire que, par exemple, les grandes familles, les milliardaires qui ont promis 100, 200 millions, n'ont pas encore donné cet argent parce qu'il y a un contrat, enfin, ça doit se contractualiser. Exactement. Mais ça, je crois que c'est bien, je les ai reçus. On a visité, ils ont vu l'état de la cathédrale. Qui vous avez reçu? Bernard Arnault, Pinault? Oui, Bernard Arnault. Que j'ai reçu, bon. Et donc, je crois que
qu'ils ont vu les dégâts. Maintenant, ils veulent faire, comme ça se fait d'habitude, des conventions pour dire, moi je donne, par exemple, je dis n'importe quoi, parce que ces millions me tournent la tête, mais 20 millions pour restaurer telle partie de la cathédrale, ou 10 millions pour le matériel, ou je sais pas quoi, enfin. Et que répondez-vous à ceux qui disent que ces milliardaires auraient dû donner aussi cet argent aux pauvres? Oh, mais je dis que pour moi, ça me paraît un petit peu déplacé. Je veux dire par là parce que ces gens-là, d'abord, ils donnent peut-être aux pauvres, déjà pour commencer. Ensuite, je trouve que vis-à-vis de l'Église, c'est pas très sympa parce que s'il y a bien une association, entre guillemets, qui travaille pour les plus déshérités, c'est bien l'Église. Donc je trouve que, en tout cas à Paris, je visite les parois, je les connais, je peux vous dire. Mais la charité fait pas de bruit. Gilles William, d'accord avec ça? C'est un faux procès qu'on a fait? Non, mais moi j'ai été très agacé par la réaction de détestation en vérité envers les riches, qui se montrait en l'occurrence généreux, ce qui n'est pas tous les jours. Donc j'ai trouvé ça surtout stupide et indécent. Non, mais est-ce que vous ne faites pas montre, monseigneur, quand même d'un peu trop d'optimisme? Mais je n'en sais rien, hein, lorsque vous dites que l'édifice est encore debout. Parce que si j'en crois, moi, un journal du soir que j'ai sous les yeux... Le Monde, Le Monde. Que je ne voulais pas citer. Nous le citons. L'édifice reste en péril. C'est une grande malade qui ne tient pas encore debout, selon le maître d'œuvre des travaux. Oui. Alors le maître d'œuvre, il a raison, il faut prendre toutes les assurances. C'est pour ça que je vous ai dit à 90%. Elle est en réanimation, si je prendrais une figure. Voilà, elle est en réanimation. Voilà, on va pas débrancher pour l'instant les tuyaux. Il s'agit de la maintenir. Non, ce qui est dangereux, c'est effectivement le toit. Puisqu'il n'y a plus de poids sur le toit, c'est sûr que les parois peuvent bouger. C'est le poids et la force de la charpente qui va faire que la cathédrale va retrouver. Mais qui surveille Notre-Dame alors? Qui surveille? Au quotidien. Aujourd'hui, moi, moi, je me promène avec mon casque et puis je dis bonjour à... Vous savez, c'est très émouvant parce que moi, je vois donc tous ces compagnons du devoir qui travaillent. Pour eux, c'est une grâce de pouvoir participer à la restauration de la cathédrale. Ils ne pensaient pas un jour que leur savoir-faire serait mis au service de la cathédrale. Et puis moi je suis là pour faire un peu de la communion, de la convivialité, d'encourager, de faire rire quand je les vois un petit peu pessimistes. Voilà. Donc, mais c'est vrai que de temps en temps vous êtes encore au bord des larmes en regardant l'édifice? Ça c'est seul. Quand je suis seul dans la cathédrale, c'est vrai que je suis parfois un peu ému de voir cet édifice que j'aime tant et qui est si blessé, c'est vrai. Mais j'essaie de ne pas trop le montrer. Vous disiez tout à l'heure, l'enquête, le procureur de la République, ça pourra prendre peut-être 2 ans. Enfin, on n'a pas de date, on ne sait pas. Mais quand vous étiez dans Notre-Dame, de temps en temps, vous avez dû monter, regarder le chantier, je suppose. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissaient tout à fait normales, un peu bizarres? Est-ce que vous étiez ouvert parfois peut-être d'inquiétude ou quoi que ce soit, ou pas, monseigneur Chauvet? Moi vraiment je faisais confiance. On avait un système sophistiqué, peut-être trop sophistiqué, je sais pas, mais enfin tout était sur ordinateur. Il y avait quand même un gardien spécialisé pompier, donc pour les incendies. Moi je me promenais sur le chantier comme je me promenais même dans la forêt et la charpente. Je voyais pas cette charpente séculaire, pour ceux qui l'ont oublié, c'est une charpente séculaire faite de bois. 13e, c'était superbe. C'est elle qui a brûlé, qui s'est embrasée. Qui s'est embrasée, totalement. Donc, parce que même les causes de l'embrasement, aujourd'hui, on se demande comment ça se fait que c'est parti aussi vite. Oui, c'est vrai que quand je fais... Comme des herbes folles. Oui, voilà. Quand on fait un feu de cheminée, c'est peut-être un peu gras, c'est un peu poussiéreux, c'est ce qu'on a dit. C'était poussiéreux, ça c'est vrai. Oui, mais depuis le 12e siècle. Pendant des décennies, pourquoi tout d'un coup ça prend feu? Il y a quand même, je voudrais quand même, dites, monseigneur, encore une fois, sur ce qu'on appelle les failles de la sécurité, mettre les pieds dans le plat. Mais devant le micro, c'est encore mieux pour que la France entière puisse en profiter. Quand même faire montre d'une discrétion de bonne aloi en la matière. Mais cela étant, encore une fois, selon l'enquête du journal en question,
il y avait un défaut du dispositif que les chefs d'équipe du PC de sécurité de la cathédrale pointaient depuis des mois. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont alerté sur les défauts de sécurité depuis des mois et qu'ils n'ont pas été entendus? Ça, c'est quand même une question très grave. Alors, je vais vous dire, hein, la cathédrale appartient à l'État. Donc c'est pas moi qui suis chargé. Ah mais je vous dire. Pas, hein, non mais je veux dire, comme c'est pas moi qui suis chargé de la sécurité incendie, c'est vrai que ils étaient. Mais vous en aviez entendu parler vous de ça? J'avais entendu parler que effectivement c'était le garçon qui était là, l'homme qui surveillait, était là depuis le matin. Donc c'est sûr qu'il doit être un peu fatigué à 18h. Vous aviez eu écho des inquiétudes? Non, Elitis, qui est la maison qui est gardienne, ne m'avait pas dit, n'était pas venu me voir, mais parce que c'est normal. Ils sont allés voir la responsable d'incendie au niveau de l'État, hein, pas du recteur. Pas du recteur. Monseigneur Chauvet, vous restez avec nous suite de votre grand oral. Monseigneur Chauvet, recteur de Notre-Dame, auteur de Notre-Dame d'Espérance. Le livre est aux éditions Presse de la Renaissance. Question de David Dickens. Bien sûr qu'on peut parler d'autres choses avec Monseigneur Chauvet et Maître J. William Golnadel. À tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules, avec aujourd'hui dans le grand oral des GG, Monseigneur Chauvet, le recteur de Notre-Dame de Paris, avec ce livre Notre-Dame d'Espérance aux éditions Presse de la Renaissance. Avant de parler peut-être d'autres sujets, quand même un mot sur le grand débat sur la reconstruction de Notre-Dame. Entre ceux qui disent qu'il faut reconstruire à l'identique, la flèche, la charpente, et puis d'autres qui disent non, à chaque fois il faut bien sûr apporter de la modernité et il faut profiter de ce chantier pour moderniser Notre-Dame. Dans quel camp êtes-vous, Monseigneur Chauvet? Progressiste ou conservateur? Non, c'est plus compliqué. Oh, c'est très compliqué. D'abord, le concours, c'est pour la flèche. C'est pas pour la cathédrale. Ça, il faut le rappeler parce que tout le monde déjà m'a envoyé des plans pour faire une piscine au-dessus. Ce qui, au fond, moi, j'aime pas beaucoup l'eau, mais enfin, après tout, j'aurais pu faire payer pour parce que c'est quand même un bon bain. Mais non. Le toit et la charpente, normalement, doivent être construites en bois. Alors maintenant, est-ce que ça... on sait comment elle a été construite, donc on est capable de la refaire, hein, absolument. On a vu une cathédrale avec des fondations en ciment et qui peuvent protéger d'éventuels sinistres à venir. Donc, vous dites normalement elle est en bois, mais on a vu par expérience que certaines ont été remplacées par d'autres matériaux plus modernes et comme c'est vrai. Moi, je préfère que ça soit en bois, mais voilà, comme on ne la voit pas. Donc, et la flèche, une verrière, une flèche de verre, une verrière. La flèche. Pourquoi déjà? D'abord, la première question, la cathédrale a vécu sans flèche pendant des années. Longtemps. Déjà. Pour commencer. Maintenant, la flèche, c'est vrai que c'est la signature de notre ami Viollet-le-Duc. Je dis notre ami, mais c'est pas le vôtre, ni le mien. Enfin, donc, est-ce qu'on va refaire la flèche à l'identique? Moi, je dis, il faut prendre en tout cas du temps. Il ne faut pas que la flèche défigure le bâtiment. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il faut faire exactement comme celle de Viollet-le-Duc? J'allais dire cela, je veux bien qu'il y ait une petite note qui marquerait au fond la reconstruction de la cathédrale, mais je me dis attention, si c'est une tour Eiffel à l'envers qu'on va me mettre comme flèche sur la cathédrale et qui clignote, ça je dirais peut-être non. Peut-être pas avec 200 tonnes de plomb quand même. Elle sera pas plombée. Par exemple, donc elle sera pas de toute façon. C'est vous qui décidez? C'est vous qui avez. Non. Mais je veux dire, votre avis sur la question compte. Et à quel niveau? Mais c'est qui le patron? Jusqu'à quel niveau? Le patron, c'est Macron. C'est Monsieur Macron. Bah oui. Puisque c'est lui qui lance le concours. Donc c'est Macron dans son bureau qui va regarder et qui va dire c'est cette flèche que je veux. C'est de l'argent public. Il va peut-être me téléphoner pour me dire allez, Monseigneur, qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui, non. 2024, c'est faisable? Je dis peut-être pas pour la flèche. En revanche, je dis pour la reconstruction, c'est-à-dire pour refaire et qu'on puisse rentrer de nouveau, c'est tout à fait possible.
Je pense. D'accord. David Dickens. Alors, on va changer de sujet, si vous permettez, monseigneur. Je trouve que vous incarnez l'idée d'évangélisation implicite par le sourire, que vous défendez, en disant, je vous cite, au mépris de la tête de poivron vinaigré. Voilà, c'est ce que vous dites. Vous dites que l'Église offre souvent une tête de poivron vinaigré au mépris d'un sourire qui permettrait peut-être d'en changer les structures. Dans cet objectif-là, j'allais vous demander 3 choses. Est-ce que vous connaissez le rappeur Meek ? Alors vraiment, je vous le conseille parce que c'est quelqu'un qui pratique cette évangélisation par le rap et c'est quelqu'un qui a un parcours extraordinaire dont je pense vous pouvez être une inspiration. Il y a aussi Pray Fit, qui est un magazine qui associe le sport et la foi et qui propose un guide pour un corps plus sain et une foi plus forte en 28 jours. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Ah, 28. Non mais pour vous dire à quel point ce sourire que vous évoquez est quelque chose de sérieux. Et pour finir, quelque chose de plus grave, dans cette évangélisation par le sourire et par le changement, que pensez-vous de cet appel à témoignage de la commission indépendante relative aux abus sexuels dans l'Église ? Très bien, écoutez, je dirais que, oui, j'ai l'expression, la première expression, là, le poivron vinaigré, il y a des gens qui ont des têtes de poivron vinaigré. Et je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est qu'un poivron, c'est pas beau. Ça, c'est le pape François qui s'adresse à des chrétiens en disant « on en a assez de vos têtes qui ressemblent à des poivrons ». Donc je crois vraiment, comme lui, que, voilà, c'est par la joie qu'on va attirer les jeunes et les moins jeunes dans la Sainte Église. Si on a tous des têtes de bonne nuit, c'est pas la peine qu'on vienne. Et ces bouquins et ces rappeurs peuvent être des vecteurs de ça ? Mais naturellement. Mais moi, je trouve que aujourd'hui, il faut. Comment je vais rejoindre les jeunes ? Sûrement pas en leur faisant des discours de morale. Ils s'en foutent. Donc, je vais les rejoindre à partir de ce qu'ils vivent. Il faut bien que je les écoute, il faut bien que j'entende. Il faut être sur Snapchat, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Alors moi, je ne suis pas Monseigneur. Moi, je ne suis pas sur les réseaux, Snapchat, mais j'essaie. Vous tweetez ? Mais je tweete pas parce que j'arrive pas. Enfin, je suis pas très doué, moi. Je suis pas, comme on dit, geek. Oui, c'est ça. Pas geek. Vous n'êtes pas geek. Non, non, j'ai encore mon stylo et j'écris. J'aime bien l'angoisse de la feuille blanche. Vous voyez, mon livre, c'est quelqu'un qui me l'a tapé parce que d'abord, je ne sais pas taper, et 2. Il y a une angoisse de la feuille blanche. Vous savez, avec votre stylo, vous dites quel est le premier mot et hop, ça part. Donc, voilà. Et ensuite, sur la commission de lancer alors, par sur la l'Église. commission, je crois que c'est bien de faire toute la clarté sur cette triste affaire dans la Sainte Église. Et je suis le premier à dire, faisons la vérité. Triste affaire de pédophilie, oui. Voilà. Et j'ajouterais quand même que, attention, il ne faut pas quand même réduire l'Église à ce problème, évidemment. Parce que, voilà, on parle beaucoup de l'arbre qu'on abat, on ne parle pas de l'arbre qui pousse. Alors là, ça me plaît ce que vous dites, parce que je suis ici à ce micro, souvent de ceux qui disent qu'on est un peu injuste envers l'Église et les problèmes de pédophilie, parce que je prétends que dans toutes les églises et dans toutes les chapelles, il y a ce genre de problème. Et d'autres religions. Eh bien, moi, je prétends le contraire. Oui, d'accord, mais je sais bien. Ça tombe bien, c'est pour ça que j'en parle. Oui, mais justement, il n'y a que toi qui t'exprimes. Oui, mais là, il n'a pas parlé encore. Si, il a parlé. Non, mais il n'a pas dit. Non, mais non seulement j'ai parlé, mais crime odieux, je ne pense pas comme toi. Donc ça, je reconnais que c'est assez impardonnable. Mais alors, ma question va plus loin, mon père. Moi, le soir, moi qui ne suis pas catholique, le soir du drame de Notre-Dame, j'avoue que j'ai indiqué à la télévision que je le vivais comme un mauvais signe et je le voyais un petit peu comme tristement emblématique du déclin du catholicisme que ici, un grand sociologue est venu nous qui avait écrit l'Archipel français et qui nous avait décrit les églises vides et les prénoms catholiques de moins en moins usités. Et donc, quel est votre regard, vous, de catholique et d'ecclésiastique, par rapport à ça ? Monseigneur Chauvet. Oui, je pense que l'incendie
Alors bon, on peut faire les lectures, comme vous en faites une, j'en ferai peut-être une autre, mais l'incendie, en tout cas, a réveillé une ferveur. Oui. Ça a réveillé un peu le christianisme. Vous savez, si j'étais Bernanos, mais malheureusement je n'ai pas le génie de Bernanos, mais j'aimerais bien dire, voilà, catholiques, réveillez-vous. Oh, même français, réveillez-vous, parce que la cathédrale, c'est pas uniquement les catholiques, hein, c'est la France, c'est à la fois Paris, et puis oui, et de toutes ces réactions, même internationales, de se dire, mais il y a sûrement un réveil, il y a des signes. Vous avez parlé tout à l'heure de miracles. Oui, il y a des miracles dans cette cathédrale, parce que tout aurait pu s'écrouler. Vous savez, il fallait 10 minutes de plus d'incendie, la tour nord tombait, et si la tour nord tombait, la tour sud tombait. C'est-à-dire toute la façade. C'est pas un miracle, c'est le travail des pompiers. Oh ben ils sont peut-être aidés, parce que quand le général des pompiers qui était à côté de moi dit « Monseigneur, on tente, il faut vraiment tenter maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Moi je dis bah, « Je prie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Je n'allais pas prendre la lance, j'étais bien incapable, déjà que j'étais ému, je savais même plus où j'étais. Donc voilà, mais vraiment j'étais à côté de lui, moi voilà, avec la faiblesse de la prière, j'ai sauvé. Je crois pas trop au signe, mais par contre je voudrais revenir sur ce qu'a dit Gilles William. Le père Vignon, qui s'exprime beaucoup sur la question de la pédophilie dans l'Église, moi qui est un sujet qui me touche à la fois personnellement, mais aussi dans mon engagement d'éducateur, pas que dans l'Église, je vous l'accorde, révèle quand même quelque chose de tout à fait particulier. Je pense que il dit que des personnes qui sont poursuivies par ces démons en étant jeunes peuvent choisir précisément la prêtrise catholique parce qu'il y a une négation de la sexualité dans la prêtrise catholique. C'est-à-dire il y a une forme de négation de la sexualité qui n'existe dans aucune autre religion. Ni chez les protestants, ni chez... C'est Monseigneur Chevet qui répondra. Ni chez les protestants, on ne brise pas la sexualité dans les autres religions. Attends. Non. Les prêtres catholiques sont en gros les seuls au monde à ne pas se marier. C'est-à-dire qu'il y a une négation de leur sexualité à eux, pas du monde catholique. Et sexualité, c'est différent. Voilà, mais je l'accorde. Il n'empêche que je pense, pour l'avoir vécu de l'intérieur, qu'effectivement, l'Église peut être un refuge pour des gens qui sont poursuivis, et non pas qui sont pervers, et au contraire, ils font tout pour y échapper. Parfois, ils peuvent être rattrapés par ces fameux démons. Heureusement, pas toujours, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Je rappelle l'enquête sérieuse qui a été menée, l'enquête sérieuse a été menée dans 3 endroits: Pennsylvanie, Allemagne et Irlande. En Irlande, qui est un pays de 5 millions d'habitants, on est arrivé au chiffre incroyable de 35 000 enfants abusés. Ce qui est quand même pas un petit nombre et qui est quand même exceptionnel. Je pense qu'il y a quelque chose là à réformer. Et l'Église le sait. Alors je réponds. Vous savez, j'ai été directeur de séminaire, c'est-à-dire que j'ai formé des prêtres pendant 12 ans. Croyez-moi que si on avait perçu un jeune qui venait comme une sorte de refuge ou comme un lieu de guérison, le sacerdoce n'est pas là pour guérir une tendance ou guérir quelque chose qui serait effectivement une pulsion. Comme d'ailleurs le mariage. Parce que j'entends les gens me dire, si les prêtres se mariaient, il n'y aurait plus de pédophiles. Mais ça, alors là, d'abord, c'est maltraiter le mariage, parce que le mariage n'est pas non plus un médicament contre la pédophilie, et que les 80% des actes de pédophilie se font malheureusement dans les familles. Donc, par des gens mariés. Par des gens mariés. Donc, voilà. Non, là, je crois que les formateurs, et je vais les défendre, les formateurs de séminaires sont quand même très attentifs à ça. Y a-t-il eu un déni de l'Église catholique sur ce sujet pendant trop d'années? Je pense qu'il y a eu, oui, une sorte de déni, peut-être d'ailleurs par honte. Par honte. On n'allait pas évoquer la situation de tel prêtre parce que ça nous blesse, nous. Nous, c'est une sorte de complicité en cachant, quoi. On préférait régler ça entre soi. Je suis pas sûr. Je crois que vraiment, il y a eu une sorte on voulait pas en parler. Il y avait quand même excusez-moi, il y avait quand même, par exemple, moi, l'église où j'ai vécu quand j'étais petit, c'était de notoriété publique que le prêtre était attiré par les petits garçons. Personne ne le niait. C'était presque un sujet de rigolade entre gamins. Vous n'avez pas eu de chance, parce que moi j'étais dans un grand collège. Je vous l'accorde. Ou alors j'étais pas leur type. Non, ce que je veux dire, c'est pas rigolo parce que personne n'est venu me toucher. Non, mais c'est pas drôle parce que en fait, c'était de notoriété publique et on en rigolait presque. Et il y avait une espèce de
de dédramatisation au sein en disant bon, c'est son. Mais pas seulement dans l'Église. Probablement. Il y a des écrivains qui étaient reçus. Bien sûr. Apostrophe et qui faisaient l'apologie de la pédophilie. Voilà. Et même des livres. Donc, en fait, ce que la je veux pédophilie, dire, le regard n'était pas le même dans les 70. Étienne, l'attrait du défendu, forcément chez les religieux, la promiscuité des enfants, ça n'est pas l'apanage de la seule Église catholique. Ce que j'ai dit, hein, mais si, mais tu veux pas entendre toi. Mais bon, d'accord. Monseigneur Chauvet, pourquoi dans le livre dites-vous vous êtes chef d'entreprise? Pourquoi je suis chef d'entreprise? D'abord parce que j'ai 67 salariés. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour moi, c'est ma première préoccupation. C'est-à-dire comment je vais essayer de reclasser mes 67 salariés. Il y en a certains que je peux reclasser dans le diocèse, hein, mais ils ne sont pas tous sacristains. Donc il faut bien quand même que j'essaye de trouver des personnes qui sont prêtes vraiment à embaucher. Donc il y a du chômage technique. Un message. Si, bah oui, on est dans un. Il y a des laïcs. Oui, ce sont des laïcs. Ce sont des laïcs. Ah ben si c'était des curés, j'arriverais à les caser, parce qu'il y a des trous partout. Là, on embauche. Une dernière question sur quand même la prise de conscience. Il y a eu cette émotion quand Notre-Dame a pris feu, mais en fait, on a pris conscience aussi peut-être collectivement que le patrimoine était fragile, que notre patrimoine était fragile, qu'on soit d'ailleurs chrétien ou pas chrétien, parce que c'est le patrimoine de l'humanité. C'est ça aussi qui fait la beauté de notre pays, ses églises, ses monuments. Et il y a eu quand même, vous l'avez senti, ça, cette prise de conscience. Par exemple, à Paris, il y a plein d'églises qui sont totalement laissées à l'abandon. Et on a vu ces politiques dire, oh là là, c'est terrible Notre-Dame. Enfin, ces mêmes politiques qui ne consacrent plus d'argent justement pour sauver ce patrimoine. La mairie de Paris donne quand même par an quand même des millions. Mais c'est vrai que... Suffisant. Ah non, c'est pas suffisant, non. Mais pourquoi c'est pas suffisant? C'est qu'on a laissé aussi tous ces monuments s'effriter, se casser. La France est particulièrement riche, on a 40 000 édifices religieux. Ben oui, mais là, je me dis quand même, c'est pas comme ça qu'on gère un patrimoine. Non. On gère un patrimoine, quand on voit qu'il y a quelque chose de fragile, on va le consolider. On n'attend pas que... Vous savez, quand je suis arrivé à Notre-Dame, il y avait une grue qui 2 fois par an passait autour de la cathédrale. Là, elle brûlait pas encore. Et quand on voyait une pierre qui bougeait, hop, on l'enlevait. Mais je veux dire, mais si moi je reste 7 ans, c'est comme si on me déshabillait. Et alors là, je me retrouve presque à poil dans la cathédrale parce qu'il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de mur. Donc je veux dire, attention. Donc c'est ça qui m'a fait lancer le mécénat et les travaux, au moins du chevet, car le chevet était très abîmé. Monseigneur, ne peut-on pas voir dans ce drame et dans cette, semble-t-il, prise de conscience de ce qui est en train de se passer, notamment pour les abus sexuels, ne peut-on pas voir là un moyen pour vous de récupérer ce qu'on appelle les croyants du parvis, ces gens qui ne sont pas vraiment à l'intérieur mais qui ne sont pas vraiment dehors? On a le sentiment que là, sur ce drame, peut naître une opportunité faramineuse pour l'Église de se, j'allais dire, renouveler. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie de dire cela. Les croyants du parvis, je pense que c'est une expression que j'aime bien. Moi aussi. On va avoir, c'est tous ceux qui n'osent plus entrer dans l'église, peut-être parce qu'il y a des peurs, ou tous ceux qui pensent qu'ils ne sont plus dignes d'entrer dans l'église, ou qui ne se retrouvent plus dans l'église. Et donc tout se joue aussi sur le parvis. C'est pourquoi je vais ouvrir, quand le parvis va rouvrir, prochainement, il y aura un petit sanctuaire marial. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir voir, toucher, apporter des fleurs, parce que on a des fleurs partout, hein, mais on peut pas approcher. Simplifier le dogme. Pourquoi simplifier le dogme? On a reproché à l'Église de trop complexifier le dogme jusqu'à le rendre tellement abstrait qu'il ait plus de... Dieu n'arrive peut-être même nos amis pentecôtistes. Voilà, Dieu n'arrive pas à le comprendre. Si, il comprend nos dogmes. Merci, Monseigneur Chauvet, merci d'être passé par le Grand Oral des GG, merci. Notre-Dame d'Espérance, édition presse de la Renaissance. On va enchaîner avec le GG, vous, s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Au revoir. On va reparler de la droite. L'avenir de la droite passe-t-il par le Rassemblement national? C'était l'une de nos discussions aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules. Donc, on va réécouter Gilles-William Goldnadel et tu vas en parler avec Emmanuel. C'est parti.
En général, il y a une insistance que je trouve un peu suspecte de la part de gens qui ne sont pas de droite. Se réjouir de leur difficulté de la droite. Non seulement de se réjouir, mais de leur expliquer, alors qu'on leur a rien demandé, que si la droite n'a pas gagné, c'est parce qu'elle était à droite. Bien. Mais, et très bizarrement, on n'appelle pas à réfléchir les gens du Parti Socialiste que peut-être s'ils ont perdu, c'est parce qu'ils étaient trop à gauche. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, Gilles William vous écoute. Je voulais dire à Gilles William Goldnadel que moi je pense que c'est la mort des idéologies. L'idéologie de Parlez droite, un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, mettez-vous bien près du téléphone. En fait. L'idéologie de droite ou de gauche, finalement, face à l'électorat, on est devenu clientéliste au niveau de l'électorat. On consomme de la politique. Et le problème d'une idéologie, c'est que ça se construit. Il faut du temps pour que ça imprègne les gens. Et à l'heure actuelle, ça passe très vite. Et on va regarder les instituts de sondage n'ont pas été en mesure de voir la poussée de l'écologie. Pourtant, c'est quelque chose qui est dans la société, dans l'air du temps. Et le problème, c'est que la droite ou la gauche, historiquement, à gauche, c'était un projet, tout le monde s'est rassemblé derrière. À droite, c'était un chef et tout le monde se rassemblait derrière. Et maintenant, ça n'existe plus. Et vous avez un électorat qui fluctue. Et historiquement parlant, on assiste à une modification assez importante du comportement des Français. J'en veux pour effet, par exemple, qu'au Parlement, vous avez maintenant des députés dont le discours dit si on peut voter pour le gouvernement, on vote avec le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche. Donc l'évolution, elle vient aussi de là. On a cette attente aussi au niveau des Français, c'est qu'on ait un Parlement qui soit efficace et pragmatique. Vous êtes un fervent soutien de Nicolas Sarkozy, qui était connu pour être un grand pragmatique. Et maintenant, le pragmatisme, c'est plus d'idéologie, mais des choses simples, que ça soit à droite, à gauche, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Alors Emmanuel, réponse de Gilles William Goldnadel. Je ne partage pas cette opinion. Certes, ce qui est vrai dans ce qu'a dit Emmanuel, mais pas de la manière dont elle l'a dit, c'est il y a une moindre fidélité, non pas à l'idéologie, Emmanuel, mais au parti. Il y a une crise générale des organisations, des institutions et des partis politiques, et sans doute aussi une désaffection par rapport au personnel politique et la manière dont justement le personnel politique de droite, au lendemain de Wauquiez, une partie du personnel politique pense avant tout à son avenir personnel, ne lui fait pas grandement honneur. Par contre, je pense que l'idéologie, sans aucune acception péjorative, c'est quelque chose de très fort à gauche comme à droite. Pardon, les idées de souveraineté nationale, les idées à droite de souveraineté nationale, d'identité nationale, de lutte contre une manière de terrorisme intellectuel, idéologique et médiatique. Ce sont des idées assez fortes sur le plan économique, le libéralisme économique. Le libéralisme économique. Non, mais la conception du... Alors, pour le dire plus négativement, le refus du diktat du syndicalisme en France, qui justement empêche... Non, mais vous pouvez en rire, c'est une idée, mais tu peux même en rigoler... Pardon, mais c'est une idée assez forte qui plaît à la droite française et qui fait rire Monsieur Liebig. Et justement, c'est ce rire et dans ce dénigrement, dans ce ricanement là, de gauchisant, c'est très, pardon, mais c'est extrêmement unifiant à droite. Donc je ne crois pas du tout à l'explication d'Emmanuel, et je crois que très sincèrement, comme on le voit en faisant les éditions, la droite française a de très beaux jours devant elle. Merci Emmanuel. Suite du GG, vous dans un instant en direct sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.